première fois depuis le début de l'épidémie du coronavirus au Cameroun, le président Paul Biya s'est exprimé mardi à la télévision. Il rend ainsi un silence médiatique de plus de 2 mois, très critiqué par l'opposition. Les Burundais ont voté ce mercredi pour élire leur nouveau président en pleine pandémie de Covid-19. Un scrutin qui marquera la fin de l'ère Pierre Nkurunziza à la tête du pays depuis 2005. Et puis le Zimbabwe accueille un sommet extraordinaire de la communauté de développement d'Afrique australe. La menace terroriste, en particulier au Mozambique, est l'un des principaux sujets à l'ordre du jour. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Et nous démarrons cette édition par la France qui a officiellement entériné ce mercredi la fin du franc CFA qui devrait dorénavant s'appeler l'ECO. Il s'agit de la mise en œuvre concrète de l'accord du 21 décembre dernier annoncé par le président ivoirien Alassane Ouattara en présence de son homologue français Emmanuel Macron. Grâce à cet accord, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ne devra plus déposer la moitié de ses réserves de change auprès du Trésor français. Autre différence importante, Paris se retire des instances de gouvernance dans lesquelles elle était présente. En revanche, la France continuera de jouer un rôle de garant pour cette monnaie qui maintiendra également une parité fixe avec l'euro. Au Cameroun, le président Paul Biya s'est exprimé pour la première fois depuis le début de l'épidémie de coronavirus. C'était dans la soirée de mardi à la télévision nationale. Le chef de l'État rend ainsi un silence médiatique de plus de 2 mois qui a été très critiqué par l'opposition. Les images. Comme la plupart des pays du monde, le Cameroun est atteint par le Covid-19. Le nombre de personnes infectées augmente de jour en jour, apportant la preuve que la lutte contre cette pandémie est complexe et difficile. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le président camerounais Paul Biya dans une allocution télévisée sur la télévision nationale, la CRTV. Il a également demandé aux Camerounais de ne pas céder à la panique et de ne pas croire les fausses informations relayées sur les réseaux sociaux. Il appelle aussi à l'union sacrée de tous les Camerounais pour combattre la pandémie. Notre système de santé est mobilisé pour combattre cette grave maladie. Diverses dispositions annoncées par le Premier ministre ont été prises pour freiner la propagation. Il est impératif que les consignes qui ont été données, port de masque, distanciation physique, lavage fréquent des mains, soient scrupuleusement respectées. Il y va de la santé de tous et de chacun. Toujours au cours de son discours radio-télévisé d'une vingtaine de minutes, le président Paul Biya a annoncé que dans le contexte sanitaire, les festivités prévues pour la fête nationale ce mercredi 20 mai ne peuvent pas se tenir. Pour rappel, le président Paul Biya ne s'était pas adressé à la nation depuis l'annonce le 5 mars dernier du premier cas de coronavirus, alors même que son pays est l'un des plus touchés en Afrique subsaharienne. Selon un dernier décompte rendu public ce lundi, le Cameroun compte plus de 3500 cas, dont 140 décès. Dans le cadre des mesures anti-Covid-19, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta vient de gracier 400 détenus, dont le prêcheur Bandiougou Doumbia. Ce dernier avait été arrêté en février pour des propos faisant notamment l'apologie des chefs djihadistes Iyag Ag-Ghali et Amadou Koufa. La présidence malienne a indiqué ce mardi que le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a gracié 400 détenus pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. Parmi les personnes graciées figure le prêcheur Bandiougou Doumbia, arrêté en février pour des propos faisant notamment l'apologie des chefs djihadistes Iyag Ag-Ghali et Amadou Koufa. Il avait été condamné début mars à 2 ans de prison, expliquant que cette grâce se faisait dans le cadre du désengagement des prisons face au Covid-19. Le ministre de la Justice Malik Coulibaly a affirmé que tous ces détenus graciés étaient libérables en janvier 2021, excepté Bandiougou Doumbia.
Toutefois, aucune précision n'a été fournie sur le profil des autres détenus bénéficiant de la grâce. Avant le Mali, plusieurs autres pays à travers le monde et en Afrique, dont le Burkina Faso, le Niger au Sahel ou encore l'Afrique du Sud et l'Éthiopie, ont annoncé des libérations de prisonniers particulièrement exposés au risque de contamination en milieu carcéral. La semaine dernière déjà, les chefs de plusieurs agences de l'ONU, dont l'Organisation mondiale de la santé, ont appelé les gouvernements à prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des détenus contre le virus, en incitant à libérer les prisonniers non violents ou les plus exposés à la maladie. Notons que le Mali a officiellement déclaré environ 1500 cas de contamination et 57 décès. En prévision de la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr célébrée la semaine prochaine, l'Algérie a annoncé des mesures renforcées pour enrayer la pandémie de Covid-19. Même si la mosquée reste fermée au moins jusqu'au 29 mai prochain, une vaste campagne de désinfection des lieux de culte a été lancée pour mettre les fidèles à l'abri du virus après la levée des mesures de confinement. Reportage. Dans plusieurs quartiers de la capitale Alger, des groupes de bénévoles équipés de combinaisons, gants, masques et visières ont commencé à stériliser et nettoyer les mosquées, selon un photographe de l'AFP. Cela ne veut pas dire que nous n'allons rouvrir les mosquées qu'après l'Aïd, qui marque la fin du mois de jeûne du Ramadan, a toutefois souligné le ministre des Affaires religieuses, Youssef Belmehdi, cité par les médias locaux. En outre, et même si les mosquées restent fermées, au moins jusqu'au 29 mai, une vaste campagne de désinfection des lieux de culte a été lancée pour mettre les fidèles à l'abri du virus après la levée des mesures de confinement. Pendant 2 jours de la fête du Fitr, prévue en principe à partir du 23 ou du 24 mai, les couvre-feux seront allongés et la circulation automobile interdite dans tout le pays, selon un communiqué gouvernemental. Le communiqué mentionne également l'obligation de porter un masque, mais sans limiter clairement cette obligation à la période de la fête du Fitr, comme les 2 autres mesures. Le port du masque de protection est obligatoire en toutes circonstances et en particulier dans les espaces publics fermés ou ouverts, tels que les marchés, les souks et les cimetières, est-il écrit. L'Algérie est l'un des pays les plus touchés en Afrique par le nouveau coronavirus. Au total, 7201 cas et plus de 550 décès y ont été officiellement recensés depuis le 25 février. Les Burundais ont voté ce mercredi pour élire leur nouveau président en pleine pandémie de Covid-19. Ce scrutin qui marquera la fin de l'ère Pierre Nkurunziza à la tête du pays depuis 2005 s'est déroulé en grande partie à huis clos. Les images. Les Burundais ont commencé à voter ce mercredi dans une élection tendue pour remplacer le président Pierre Nkurunziza à la tête du pays depuis 2005. Le scrutin se tient en pleine pandémie de Covid-19 et au terme d'une campagne électorale tendue. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes peu après 6 heures et doivent fermer à 14 heures. La présidentielle oppose notamment le général Évariste Ndayishimiye, le dauphin désigné de Pierre Nkurunziza, au chef de l'opposition Agathon Rwasa. Le futur président élu pour un mandat de 7 ans sera investi en août, à la fin du mandat de Pierre Nkurunziza. Ce dernier, élevé au rang de guide suprême du patriotisme en février par l'Assemblée nationale, va rester le président du Conseil des sages du parti, l'organe qui en prend les décisions les plus importantes. Pierre Nkurunziza s'est vu octroyer plusieurs avantages. Il aura un logement privé financé par l'État, un salaire à vie et un titre officiel. Le nouveau président du Burundi devra également le consulter sur des questions d'importance nationale. Le scrutin, abrité par une commission électorale accusée par l'opposition d'être acquise au pouvoir, va se dérouler à huis clos. Et pour cause, le gouvernement a rejeté toute mission d'observation de l'ONU et de l'Union africaine. Outre leur président, les quelques 5,1 millions de Burundais sont également appelés à choisir députés et conseillers communaux. Ces derniers désigneront en juillet les membres du Sénat.
En ce qui concerne les résultats provisoires, ils sont attendus lundi ou mardi prochain, selon le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante. Le Zimbabwe a accueilli un sommet extraordinaire de la communauté de développement d'Afrique australe. La menace d'attentats terroristes, en particulier au Mozambique, était l'un des principaux sujets à l'ordre du jour. Les chefs d'État ont également fermement condamné les attaques armées et les actes de sabotage perpétrés par ces terroristes et ces groupes armés dans certains districts de la province mozambicaine du Cabo Delgado. Voici les images. Le Zimbabwe, la Zambie et le Botswana ont appelé ce mardi les pays d'Afrique australe à prêter assistance au Mozambique voisin contre l'insurrection djihadiste qui sème depuis 2 ans et demi la terreur dans l'extrême nord de son territoire. Réunis à Harare, les présidents de ces 3 pays et celui du Mozambique ont exhorté les États de la communauté de développement de l'Afrique australe à soutenir le gouvernement mozambicain dans son combat contre les terroristes et les groupes armés. Les chefs d'État ont également fermement condamné les attaques armées et les actes de sabotage perpétrés par ces terroristes et ces groupes armés dans certains districts de la province du Cabo Delgado, selon le communiqué publié à l'issue de leur rencontre. Depuis octobre 2017, des groupes islamistes désignés sous le nom d'Al-Shabaab sèment la terreur dans le Cabo Delgado, une province riche en gisements gaziers sous-marins. Leurs attaques contre les populations et les forces de sécurité ont déjà fait plus de 1000 morts, dont 700 civils, a recensé une ONG. Selon les autorités, au moins 150 000 personnes ont été déplacées par ces violences. Le groupe État islamique revendique depuis plusieurs mois la plupart de leurs opérations. Malgré les promesses répétées du régime, l'armée et la police mozambicaine, épaulées récemment par des sociétés militaires privées de la région, ne parviennent pas à y ramener l'ordre. La ministre zimbabwéenne de la Défense a démenti la semaine dernière des rumeurs faisant état de la présence de soldats zimbabwéens au Mozambique. Fin de société, merci de l'avoir suivi.